la légionnaise, qui était venue comment? Dans le système de traitement de l'air. Il a fallu que des gens, des qualiticiens, qui se disent, ça n'est pas normal qu'il y ait autant de morts en si peu de temps. En si peu de temps. Et donc on a cherché. Qu'est-ce qui a permis de faire ça? C'est la qualité. C'est la qualité. Et le financier qui nous a reçus récemment, le jour où tu as signé le contrat, qui disait que la qualité c'est pour des Africains, ça m'a moyennement amusé, parce que le même Africain qui est praticien à Paris, à Montréal, à New York, à Tokyo, pratique de la qualité, pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas pratiquer de la qualité? Que je sois né à Dakar, que je sois né à Konda, à Tombouctou, à Bujumbura, et que ma femme soit obligée d'aller à l'hôpital et perdre vie en donnant vie, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça que cet hôpital, mon cher Alain, doit, à mon avis, être le sens d'une de nos discussions, enfin de notre discussion de cet après-midi, comme les formations qu'on va vous proposer. Et avant de faire ça, je voulais saluer, mais il est parti peut-être, Étienne Giros. Il est parti. Bon. Parce qu'on a posé la question du financement, qui est le patron des collectifs, des financeurs, pardon, des Français, des investisseurs africains, mais il y a la CPME, il est parti aussi. Bon, c'est pas la peine. Mais en tous les cas, ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est de dire, pour faire de la qualité, c'est un engagement, et pour assurer de l'engagement, la qualité, c'est une approche, c'est une façon de faire, c'est une façon de vivre les choses. Et les formations qu'on fait, que ce soit des formations initiales, des formations en situation de travail, des formations continues, ça se rappelle pour que, in fine, ça devienne une habitude, une façon de faire, une culture. C'est ce que j'appelle la culture de la pensée stratégique. Eh bien, dans cet hôpital, avant de vous parler, j'ai oublié quelque chose qui va en lien avec l'hôpital. Je souhaite vraiment qu'on soit sérieux quelques minutes. Écoutez-moi. Pas seulement le Sénégal, mais le Sénégal aussi. Les questions de décrochage scolaire. Et vous verrez le nom, c'est pour ça que j'en parle avant. L'un des motifs de décrochage scolaire, avant de parler du fait qu'on ne va pas à l'école, eh bien, figurez-vous qu'il y a la question de la serviette hygiénique. À l'école, dans les prisons, ainsi de suite. L'Afrique, je crois que c'est M. Dieng qui en a parlé tout à l'heure, l'une des particularités de nos écosystèmes, c'est que ce sont des écosystèmes dits informels. Eh bien, on voit, on a des statistiques, je ne vais pas vous nourrir que des statistiques ce soir, mais des statistiques qui montrent que cette période, la conséquence du fait qu'on n'a pas encore maîtrisé cette affaire-là, a un impact direct sur la production de ces femmes qui, en cette période-là. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que l'établissement qu'on vous propose, c'est comment est-ce que nous, collectivement, tous ensemble, nous allons pouvoir, je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce que je souhaitais vous dire ce soir, c'est que, en règle générale, quand on parle de l'Afrique, qu'est-ce qui vient en premier lieu? C'est des enfants qu'on envoie avec des fusils faire la guerre. Le Sahel en est un exemple. Et pourquoi ça? Parce que pour le moment, il y a encore cette présence assez visible de cette espèce d'obscurantisme qui est lié à quoi? Qui est lié au fait qu'on n'amène pas encore suffisamment nos enfants à l'école. Sachez-le que là, la rentrée 2019, 263 millions de jeunes Africains ne sont jamais allés à l'école, soit sont sortis de l'école au bout de 2 ou 3 ans. Ça, c'est l'UNESCO qui vous le dit. Eh bien, 750 millions d'adultes africains ne maîtrisent pas ce que l'UNESCO appelle les compétences de base en écriture et en lecture. 2 tiers, c'est des femmes dans les 2 cas. Et dans les 2 cas, il y a cet impact immédiat, dans notre façon de gérer nos sociétés et nos familles. Et dernier chiffre, après j'arrête de vous embêter avec les chiffres avant de continuer, mais sachez que, je ne sais pas combien d'entre vous
ont déjà entendu parler de ce qu'on appelle les enfants fantômes. Et ben, les enfants fantômes, ça existe. C'est des enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Et qui par conséquent n'existent pas en termes d'état civil. 90 millions en Afrique, 230 millions dans le monde. 2 tiers, c'est des filles. Moi, je ne vais pas citer ce côté-là de l'Afrique, mais quand j'ai quitté mes fonctions de directeur général de l'université pour faire ça, j'ai essayé de regarder. Je suis allé sur le terrain. En Afrique de l'Ouest, j'ai fait 3000 km dans les villages. Et en Afrique de l'Est, que j'ai fait un peu du centre. Mais moi, j'ai vu un monsieur, 50 ans, donner une vache, repartir avec une fille de 12-13 ans. Pourquoi? C'est un enfant fantôme. Parce que, alors gentiment, on appelle ça des mariages forcés. Mais je raconte ça volontairement pour vous dire, c'est en général, si j'arrive à Dakar, ou que j'arrive à Bujumbura, ou à Kigali et que je reste dans la capitale, j'ai tendance à repartir en Occident avec cette image qui est que c'est quand même, ça avance, machin. Oui, ça avance. Mais ce n'est pas encore tout à fait la réalité partout, s'il vous plaît. Et donc, le Sahel, avec tout ce que ça vit, avec toutes ces je ne veux pas aller plus loin, mais en tout état de cause, tout ce qui heurte existe parce que nous n'en sommes pas encore à un état de masse critique où l'éveil de l'esprit humain dans la contradiction, le fameux cogito ergo sum de Descartes, je pense donc j'existe, c'est parce qu'on n'est pas encore allé là dans la construction de cet esprit contradictoire. Et donc, quand j'arrive au Sahel, on va proposer à un jeune 50 000 francs, et comme il a eu zéro espérance, zéro espoir, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte. Sauf que derrière, il est drogué, il est machin, et on l'envoie tout se faire tuer. C'est une situation qu'en 2023, on peut encore accepter. Avant de partir en pause, je vous ai cité la conférence de comment ça s'appelle? L'OUA. Ah non, Addis Abeba. Mai 63. C'est vrai, reprenez les comptes rendus de ces choses-là. Le jour où on crée l'OUA, l'ancêtre de l'UA, de l'Union africaine, il y avait 32 chefs d'État et de gouvernement. Ils se sont tous mis d'accord à réfléchir dans tous les sens. 3 priorités se dégagent parmi les priorités. Les 3 priorités parmi les priorités, c'était number 1, l'éducation. Numéro 2, la santé. Numéro 3, comment nourrir l'Africain par l'Africain lui-même. Et je le disais tout à l'heure, mais 2013, on a fait le bilan des 50 ans pour dégager ce qu'on appelle maintenant un projet 2063, l'agenda 2063. C'est encore une réalité criante aujourd'hui, l'éducation. L'éducation. Par l'éducation, je ne vais pas vous citer ça, mais par l'éducation, vous impactez l'effet vertueux de l'éducation. Ça va impacter la santé, ça va impacter ça va impacter comment nourrir l'homme, ça va impacter je vais arrêter là. Mais en tout état de cause, sachez que quand on envoie des jeunes à la guerre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sachez aujourd'hui que, vous le savez déjà avant moi, sachez que le continent où il y a le plus de déplacés se trouve en Afrique. C'est en Afrique que vous avez des gens le plus déplacés au monde. On a l'impression qu'on est en train d'envahir l'Occident. Non, les déplacés se trouvent en Afrique, essentiellement. Même si, moyennement, par an, il y a 180 000 qui essaient de traverser la Méditerranée avec 10 000 morts par an. Ça, il faut le savoir. Donc, les déplacés sont en Afrique. Et voilà, j'ai parlé des tentatives de traverser la mer. Ça, c'est 180 000 par an, 10 000 morts. Voilà. Ça, ceux qui sont statistiquement comptés. Et après, quelqu'un a parlé de l'environnement tout à l'heure, c'est Marianne Cham. Merci de l'avoir suivi. Et je vais aller très vite pour dire, malgré tout ça, c'est quand même le continent où vous avez tout ça, avec les possibilités agricoles. J'ai mis volontairement ça pour dire quoi? C'est ça qu'on appelle la caloptée. Et c'est les scientifiques qui sont dans la salle. Sachez que, et le Covid l'a prouvé, il y a encore, au moment où on parle de la raréfaction des ressources, c'est-à-dire tout ce qui est chimique, on a tendance à arriver vers la fin, là, ce que disent les statistiques et les scientifiques.
Eh bien, sachez que ce qu'on appelle la calopté, dans la zone forestière, il y a encore là les potentiels médicinaux et les recherches scientifiques. On estime qu'on a à peine exploré 1% de cette affaire-là. Donc la forêt tropicale, elle est encore c'est encore un magasin de potentialité à explorer pour tout ça. Et eh bien, au-delà de ça, il y a c'est tout ça, les mines et compagnie, l'or, le pétrole, tout ça. Mais sachez que l'une des forces de l'Afrique, c'est ça. C'est sa jeunesse. C'est sa jeunesse. 1,4 milliard. Eh bien, sa jeunesse, je vais peut-être vous surprendre, mais 1,4 milliard 2019, vous savez combien d'étudiants on comptait en Afrique? On a amené une classe d'âge à l'enseignement supérieur. 8 millions d'Est en Ouest, du Nord au Sud. 8 millions. La moyenne, 4,5 au Nord, 5,5 au Nord de l'Afrique. La moyenne mondiale, 71,7%. Si l'Afrique devait amener 71,7%, on ne parlerait pas de 8 millions. On parle de quelque chose qui tourne autour de 180 millions. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que ce que je vous dis là, vous interpelle. Et nous sommes dans la salle ici en train de discuter de ça pour dire qu'est-ce qu'on fait. Eh bien, on va dire que nous, ici, ces questions-là sont au cœur de nous et il faut qu'on branche la prise de conscience, et la prise de conscience, on la branche individuellement et collectivement pour faire quoi? Eh bien, pour essayer d'apporter des solutions. Ces solutions, on parle là, j'ai fait exprès de vous citer Mandela, vous l'avez en face, eh bien, c'est une réalité. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Maintenant, je regarde docteur. Pourquoi est-ce que, puis on ne l'a pas fait exprès, mais le fait que tu aies pris la parole juste avant moi, tu as dit deux choses, enfin beaucoup de choses très importantes. C'est quelque chose que je voulais reprendre. Tu es médecin, tu n'es pas directeur d'hôpital. Directeur d'hôpital. Très important. Et le docteur ne l'a pas dit parce qu'il est modeste. Il aurait pu, l'histoire familiale, je ne vais pas le dire, mais né à Paris, il fait toute sa carrière sur 3 continents. Eh bien, il dit non, c'est pas suffisant. Et là, je regarde notre ami Rachid, parce qu'il va me charger. Confucius dit chacun de nous a 2 vies. La deuxième commence le jour où je m'aperçois que je n'en ai qu'une. Parce qu'à partir de ce jour-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je décide de faire en sorte que ma vie, elle fasse sens. C'est quoi ma mission sur Terre, in fine? Le jour où je n'existe plus, je ne suis plus, quand tient l'humanité de mon passage sur Terre? This is the point. La question n'est pas de réussir, la question c'est de faire la différence. C'est ça, comment on fait. Et maintenant, je ne vais pas le mettre là, mais je vais vous parler quand même. Il y en a un qui a dit, mort à 39 ans, et je vais vous dire pourquoi je raconte son histoire. C'est Martin Luther King. Si tu ne peux pas voler, je vais le dire en anglais d'abord. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, keep moving forward. Yes. Whatever you do, keep moving forward. Si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais quoi qu'il arrive, continue d'avancer. C'est pour ça que l'université commence. On a dit, on réfléchit dans tous les sens, il est parti, le spécialiste du web qui m'a aidé
aidé à construire cette charte graphique. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Qu'elle peut traduire cette philosophie? Donc, on a été chercher